Quand je pense au 17 octobre, on est revenu de loin. On est revenu de loin. On est venu de la mort. L'année 61, c'est une année absolument terrible. C'est l'année où a régné la torture dans Paris, en plein Paris. C'est l'année où on a vraiment mis une partie de la population nord-africaine, hors la loi. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il existait un camp d'internement dans le bois de Vincennes, le centre d'identification et de vérification de Vincennes, et que quotidiennement, il y avait des rafles, souvent accompagnées de violences, de vexations, notamment la pratique de ce que les policiers appelaient les comités d'accueil. Chaque fois qu'ils nous arrêtent, évidemment, le commissariat, on va au commissariat, et le commissariat, voilà, il met 5 policiers de ce côté-là, 5 policiers de ce côté-là, nous au milieu. Alors on est tabasse avec des cadres, avec tous, avec des coups de pied, avec des coups de poing, avec des insultes. Et puis il y avait la torture, pratiquée notamment par les supplétifs de la force de police auxiliaire, notamment dans le 18e arrondissement, rue de la Goutte d'Or. La fin de semaine, il y a une rafle terrible dans l'hôtel, vraiment terrible. Ils étaient venus, je ne sais pas, ils avaient encerclé, ils étaient venus avec les harkis. Et juste à l'entrée vers 7h du soir, comme ça, ou 6h30, et l'hôtel, c'est-à-dire qu'il y avait une entrée de l'hôtel sur la rue, qui faisait le coin, d'ailleurs, qui faisait l'angle. Il y avait une entrée juste à côté, on rentrait à l'hôtel. Et à l'entrée, il y a juste une petite cour, et il y avait quelqu'un qui faisait ses ablutions pour faire la prière. Moi, j'ai mon souvenir qu'ils ont tiré dessus, qu'il est mort. Je me rappelle toujours des inspecteurs de police qui rentraient dans un café algérien avec des câbles électriques pour taper sur les gens. Vous savez, des câbles électriques à la main et taper sur les... C'était courant, ça. C'est pas un contrôle de police, c'est un fouettage. Et ça a duré de 7h jusqu'à pratiquement minuit. La rafle, bien sûr, le coup de poing, les insultes, surtout les harkis qui nous insultaient, qui nous disaient, enfin je me rappelle, moi, personne me dit, ouais, vous voulez votre indépendance? Eh ben vous allez l'avoir, vous allez l'avoir, votre indépendance. Mais vous allez avoir aussi de nouvelles. On s'aperçoit, avant le 17 octobre 1961, et bien avant le 17 octobre 1961, qu'il y a un certain nombre de techniques répressives, de techniques policières, de techniques militaires, ont effectivement été importées en métropole. Des Algériens vont être cachés après avoir été torturés et vont échapper donc à toute la protection que peut donner le code pénal, le code de procédure pénale, nos lois. Fin août 1961, devant ce durcissement de la répression, ces rafles accompagnées de violences qui se développaient, notamment avec l'action des supplétifs de la force de police auxiliaire, il y a eu une reprise d'attentats du FLN contre des policiers à partir de la fin août. Et il va y avoir ainsi 11 policiers qui vont être tués de la fin août 1961 jusqu'au début du mois d'octobre. L'ordre qui était donné par le FLN était d'agir de façon ponctuelle contre les commissariats où les Algériens étaient arrêtés et torturés. Là où, après la torture, l'élément arrêté disparaissait. D'ailleurs, abattre
un agent dans la rue, ça n'avait aucun impact politique. Le FLN en France, je ne parle pas de l'Algérie, je parle de la France parce que je faisais partie du comité fédéral et je sais quelles ont été les directives qui ont été données. En France, on a toujours veillé à ce que ne soit touché lors d'un attentat que quelqu'un qui était un membre actif, cruel, de la répression d'une façon tout à fait sauvage. Dans l'accord de la Cité, M. Papon avait dit une unité d'abattus, il faut en abattre 10. Autrement dit, il fallait abattre 10 Algériens pour un policier tué. Un préfet n'a pas à faire cela d'abord, parce qu'il encourage le crime. Et comme je l'ai toujours dit, non, M. Papon n'a pas agi en préfet, il agit en criminel. Il y avait dans les rangs de la police un profond mécontentement à l'égard du gouvernement qui était accusé de ne pas protéger sa police suite aux attentats du FLN qui avaient repris à partir de la fin du mois d'août. Il y avait un profond mécontentement. Et parmi les revendications policières, il y avait l'instauration d'un couvre-feu. Papon a vraiment motivé sa police pour leur dire à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre d'agir vis-à-vis des Algériens comme vous voudrez. Et le 5 octobre, un couvre-feu est décrété par la préfecture de police avec évidemment l'approbation du gouvernement français et des plus hauts responsables, en particulier le général de Gaulle. Il serait interdit aux Nord-Africains de sortir. Il ne serait pas interdit. On leur disait qu'il leur était conseillé de ne pas sortir entre 19h, je crois, à peu près, à 5h du matin ou 6h du matin. Le 17 octobre a eu comme déclencheur le communiqué de Papon du 5 octobre. C'est ça le déclencheur. Dans la pratique, ce couvre-feu institutionnalise le racisme. Dans les faits, les policiers se basent sur l'apparence physique des gens pour distinguer le français musulman d'Algérie du français de souche, si l'on peut dire. C'est une sous-catégorie qu'on crée, d'hommes contre lesquels on a le droit de tout faire, qu'on peut tuer en toute impunité, qu'on peut emprisonner en toute impunité. Le comité fédéral de la Fédération de France du FLN, qui se trouvait basé en Allemagne, décide l'organisation de manifestations le 17 octobre 1961. Monsieur Papon dit, ne circulez pas à 3, eh bien nous allons circuler tous ensemble au même moment sur les grands boulevards à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et on verra si, à ce moment-là, eh bien, si la police arrête 50 000 personnes. On a reçu la directive le 12 qui précise bien, alors la manifestation, la marche, que vous devez sortir le 14 ou le 17 au plus tard. Alors nous, on connaît notre structure, la pyramide, vraiment, elle est lourde comme structure. On ne peut pas communiquer en 2 jours cette directive à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc on a opté pour le 17. Alors donc, on a fait porte-à-porte, jour et nuit, on marchait, on parlait l'un par l'autre, chacun a sa responsabilité à certaines limites.
Donc ça il y avait une entente terrible. Le peuple algérien, vous savez qu'il est chaud, il est prêt à faire tout. Ce n'est pas comme maintenant, on n'a pas les moyens de communication comme maintenant, pas de portable, pas de souci. Eh ben, il a fallu de bouche à oreille, ça veut dire expliquer verbalement la directive du FLN. Ce jour-là, interdiction d'avoir une arme sur soi, même pas un bâton, ni un canif. Tout le monde doit être dehors, à partir de 20h du soir. Tout le monde, ça veut dire tous les Algériens, hommes, femmes, enfants, même des poussettes, même tout le monde doit être dehors, en tenue de dimanche. Tout le monde va, sans exception, sauf celui qui est au lit mourant. On pense qu'il y a eu entre 20 et 30 000 manifestants. En réalité, il y en a eu beaucoup plus, mais ils ne sont pas arrivés au centre de Paris parce que la police informée, M. Papon avait bloqué tous les départs, si vous voulez, les têtes de ligne de métro et des bus, et tous les Algériens qui venaient prendre le bus ou le métro étaient refoulés ou arrêtés. Et c'est de là que ça a commencé. Déjà, nous barrer les routes, ne pas accès à l'opéra. Mais on a forcé. Vers 18h30, là, ça a commencé vraiment l'enfer. Disons après 17h, vers je ne sais plus quelle heure, enfin après ça, donc des bus avaient amené des manifestants qui ont commencé à se réunir avant le pont de Clichy, donc sur la banlieue. Ils sont venus comme ça, mais gentiment. Et d'un seul coup, ils se sont trouvés agressés. Bon, heureusement, les femmes et les enfants ont été vite rapatriés, sont repartis sur la banlieue. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ont été assassinés sur place. Mais assassinés sur place. Des coups de feu. Alors, au coup par coup. Parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il y a eu des rafales. Les Algériens avaient tiré des rafales. Non, il n'y a pas eu de rafales. Le coup par coup, c'est des hommes individuels. Le coup par coup, c'est le pistolet du policier. Hein. Ils n'ont pas d'armes, les Algériens. Ils n'ont pas d'armes. Donc, et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vu, de mes yeux vus, et ça c'est une chose, excusez-moi, horrible. Tuer des gens qui venaient manifester, excusez-moi. Pour ça, je ne peux pas ensuite, je ne peux plus témoigner. Des pères de famille, des hommes de la terre, des Algériens, des frères, qu'on a tué à bout portant, du sang sur le pont, qu'on a jeté dans la Seine. Et on en a retrouvé plusieurs dizaines à Rouen, plusieurs jours plus tard. Il y a eu plus de 300 morts d'ailleurs. Ben, c'est horrible parce que quand on est policier, on est là pour le bon ordre, on n'est pas là pour tuer. Je m'excuse, excusez-moi de la faiblesse, mais je suis arrière-grand-père et j'aime beaucoup mes frères algériens et algériennes. Excusez mes frères aussi, excusez-moi. C'était la première fois qu'on voyait des femmes manifester dans la rue. Sans ça, c'était toujours la plupart du temps des hommes, des femmes avec leurs enfants. Donc ce qui prouve que s'ils avaient fait venir leurs femmes et leurs enfants dans la rue pour manifester, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention du tout de faire du grabuge. Ils ne pensaient pas du tout que ça allait se terminer comme ça. Et ce qui était fantastique, je me rappelle d'avoir entendu pour la première fois, non, on les entendait à la radio, à la télé, mais d'avoir entendu les familles you-you, les femmes qui poussaient leur you-you dans la rue. Ça se passait dans la bonne humeur. C'était assez fantastique de les voir. Quand je suis arrivé vers le Luxembourg, bon, les voitures étaient un peu en travers, etc. Et puis je suis descendu à pied, évidemment. Et puis effectivement, ça commençait à péterader, enfin, il y avait du bruit. Je n'ai pas fait attention du tout qu'il y avait une manifestation. Et en essayant de me diriger vers la Boulevard, en passant les voitures, etc., effectivement, là, il y avait, je me rappelle, c'est des Algériens, on voyait bien. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était bien habillé. C'est ça qui m'a étonné. Et bon, ils se sont dirigés, il y avait un groupe qui s'est dirigé un peu vers qui était sur la place. Pour quelle raison, je ne me souviens pas. Il s'est dirigé vers les quais. Puis il y a une charge de police. Et puis il y a une partie qui s'est sauvée sur les quais, qui a pris qui est descendue.
et une autre partie qui est restée bloquée sur le pont. Et c'est là que j'ai vu mettre la cage en règle. Et ils parlaient aux personnes même, ils arrivaient à leur dire « Est-ce que tu sais nager, toi ?» Alors celui qui disait « Oui, moi je sais nager. » Bon, il leur attachait des trucs, je ne sais même pas de quoi, aux pieds à la mer pour qu'ils ne puissent pas nager pour se sauver. Et puis ils l'ont tapé, ils l'ont passé par-dessus le parapet dans la Seine. C'est là que j'ai vu, j'ai dû, pardonnez-moi de dire, par des collègues, des policiers, enfin, si je peux appeler ça des policiers, des assassins, balancer des êtres humains dans la Seine. Et dans l'autre coin du pont, il y avait un terre-plein, et ceux qui n'avaient pas été, disons, excusez-moi, flingués, parce que pour moi, flinguer, c'est ça, c'est dégueulasse. Ils sont tombés sur la terre, ils sont sautés, le crâne ouvert, sur la petite, il y avait un petit îlet, ils sont tombés dessus. On assiste à une gigantesque chasse à l'homme à Paris et dans une grande partie de la banlieue parisienne. Il y a des rafles massives visant toute personne ayant l'apparence supposée de l'Algérien. Un des policiers avait cassé son bidule, son grand bâton, cassé en biseau par conséquent. Et au lieu à ce moment-là de cogner avec, il était embusqué derrière un car qui barrait le boulevard, et à chaque Algérien qui passait à côté de lui, il lui enfonçait son bâton cassé dans la figure. Évidemment, on s'imagine les dégâts que ça peut faire, et c'est là que j'ai vu aussi justement d'autres, un vieil homme qui était enturbané, qui courait courbé, qui reçoit un grand coup de bidule dans l'œil et qui s'effondre le nez dans le ruisseau. Et avec d'ailleurs un policier lui après qui lui a délicatement tâté, n'est-ce pas, pour savoir s'il était vivant ou mort, n'est-ce pas, mais enfin tâté du bout de sa chaussure, n'est-ce pas, et sans lui porter secours, bien sûr. Qu'est-ce qu'on demande? Libérer l'Algérie, l'Algérie indépendance. Voilà. Enlever le couvre-feu. Nous sommes, pour ainsi dire, 61. On était encore français. 132 ans. Français. Ce jour-là, on n'est plus des Français, on est beau pour se faire massacrer comme des moutons à l'abattoir. C'est une honte. On est à Paris. Ces Algériens qui étaient pourchassés, toutes ces violences qui avaient lieu, il y en a une partie qui était cachée, que les gens ne pouvaient pas savoir, mais enfin il y en avait lors des manifestations, de la manifestation, ça s'est vu. J'étais aussi sidéré, je dois dire, de la passivité de la population française, de toutes les façons possibles et imaginables. De ces conducteurs de bus, par exemple, qui n'hésitaient pas, enfin bon, ils ne l'ont pas fait très violemment, mais n'hésitaient pas à essayer de couper les colonnes. Personne n'a été écrasé. Mais il y a un gamin, un jeune, qui m'a saisi par le bras et m'a dit « Tu vois ce que font les ouvriers de France ?» Et moi, je dois dire, j'ai baissé la tête quelque peu. On était 3 photographes de l'humain. On m'a demandé de rentrer au journal avec les films pour assurer ce qu'on appelait l'édition, pour assurer le journal du soir, pour développer, tirer des photos. Donc je suis rentré au journal et pendant que j'étais en train de développer au labo, d'un seul coup on vient me prévenir, peut-être 1 heure après, en me disant qu'il se passait quelque chose d'horrible en bas du journal, juste en bas. J'avais pris le métro comme ça,
J'avais 18 ans. Et j'étais sorti et j'avais assisté déjà à une scène de grouillement, de beaucoup de monde et des policiers qui tiraient. Il y a un policier qui a tiré dans le métro en l'air et j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Quand on vient de la République, quand on arrive du côté du Rex, le boulevard est en pente. Donc, et comme bon, je suis de taille moyenne quand même, donc j'ai dépassé un peu certaines personnes, je pouvais voir un peu vers l'avant. Et j'avais l'impression de voir ces matraques de policiers qui s'abattaient, on dirait qu'il y avait un chef d'orchestre. Ça montait, ça descendait, ça tapait. C'est des moments avec les hurlements, avec les cris, avec, vous voyez, des personnes à côté de vous qui saignaient, la panique des enfants. Arrivé aux environs, donc, avant le cinéma, le Rex, il y avait des CRS qui sont descendus des camions, ils se sont mis le long des camions, ils ont présenté les armes, ils ont poussé un cri et ils ont chargé les manifestants. J'avais à peine traversé, j'étais presque au milieu, j'avais à peine traversé, que les voitures se sont arrêtées et j'ai entendu les coups de feu. Et à partir de ce moment-là, ça a été la fusillade. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru, en laissant donc mon frère, ma soeur et ma mère. Arrivé au carrefour, je sentais ma jambe, elle ne répondait plus. J'ai vu le tir direct, j'ai vu l'officier sortir et avec une arme de poing tirer dans le tas. Hein. Ça, alors là, et pas en l'air, mais à hauteur d'homme. Hein. Bien, alors là, oui. Ça, j'ai vu après les gardes mobiles tirer c'était à coup par coup, hein, c'était au mousqueton. J'ai pas reçu la balle par l'arrière, par les grands boulevards. Je l'ai reçue sur le côté. Et elle est sortie de l'autre côté. J'ai vu les gens s'écrouler. Et j'ai vu d'autres flics les prendre par le col, les traîner par terre dans une mare de sang et les entasser devant, je vous montrerai les photos tout à l'heure, et les entasser devant le 5 boulevard Bonne Nouvelle. Je ne vous cache pas que ce que j'ai fait, je me suis taillé, quoi. Je ne pouvais pas rester là, sinon j'ai passé aussi. Hein. Je suis venu derrière une de chevaux que j'ai vue, qui était garée dans le virage de la rue de la Lune et la rue Villeneuve. Je me suis mis en dessous dans le caniveau. Quand j'ai commencé à voir qu'il s'acharnait sur les gens qui nous demandaient, qui fuyaient, hein, donc ils n'offraient aucun danger à qui que ce soit, hein, ils étaient en fuite. Bon, quand j'ai vu que le problème c'était de tuer, de blesser à tout prix, à ce moment-là, j'ai eu qu'une hâte, c'est de fuir aussi. Alors les gens du quartier, certains qui étaient devant leurs fenêtres, certains, mais quelques-uns très peu, ont jeté les pots de fleurs sur la gueule des flics. Il n'y en a pas eu beaucoup. La plupart indiquaient aux flics, les gars sont rentrés, venez, ils sont dans les escaliers. Bon. Et ça s'est calmé, comme ça c'est beaucoup dire. Alors ça, c'est une des photos que j'ai faites du balcon de l'UMA, au 3e étage, où on a fait, quand on a fait ces photos, on était deux, il y avait Serge Gauthier, un autre photographe de l'UMA et moi. On était à plat ventre sur le balcon pour éviter de se faire trop remarquer, parce qu'on entendait des balles siffler, on voyait des gens tomber. Et on avait demandé à ce qu'on éteigne les lumières du bureau qui était derrière nous pour ne pas apparaître en ombre. Et donc j'ai pu faire une série de photos. On a eu tout le temps, on a eu près d'une demi-heure à voir tout ça, à compter, parce que là c'est un amoncellement de cadavres.
Et il y en a ici, c'est un cadavre aussi, là c'en est un, et il y en a un peu plus loin qu'on ne voit pas sur cette photo. En tout cas, on en avait compté 12. Et je me souviens d'un policier, je ne me rappelle pas si c'était un CRS ou un garde mobile, qui essayait de laver par terre. Il avait un seau. J'ai très bien l'image d'un seau rouge comme des seaux de pompiers, et il jetait de l'eau par terre avec un balai brosse pour essayer de nettoyer, ça ne partait pas. Le sang, et au contraire, le sang s'étalait. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelait des paniers à salade, des grands cars bleus de flics qui sont venus, qui se sont garés sur le trottoir. Ils nous ont tout caché, on ne voyait plus rien. Et ils sont restés une dizaine de minutes et ils sont repartis. Et quand ils sont partis, il n'y avait plus tous ces gens-là, il n'y avait plus l'amoncellement de cadavres. Et puis ces flics-là aussi étaient partis en même temps, puisqu'ils n'avaient plus rien à garder. Quand j'ai vu cette flaque, énorme flaque de sang, alors il y avait devant le Rex, après au moment où j'allais rentrer dans mon journal qui se trouvait boulevard Bonne Nouvelle, il y avait des gens qui étaient là, qui regardaient, et puis les réflexions stupides d'une femme qui était là, qui dit « T'as vu, on leur a arraché les amygdales ». Et bon, je suis rentré, j'ai fait mon papier, je suis rentré chez moi, et là vraiment, j'ai vomi. J'ai vomi, j'étais à bout de force, à bout de nerfs. Et tout s'est passé, je veux dire, comme dans un rêve. Je ne pouvais pas m'imaginer. Encore aujourd'hui, je vois les scènes telles qu'elles se sont passées. Je n'ai qu'à fermer les yeux, je les vois. Comme si j'étais au cinéma et qu'on projette un film. Dans la nuit du 17 octobre, la préfecture de police publie un premier communiqué mensonger indiquant que des manifestants ont ouvert le feu sur le service d'ordre et que les policiers ont dû riposter en légitime défense et qu'il y a eu 2 morts, voire 3 morts. Signalons d'ailleurs que parmi ces morts, il y a un homme qui s'appelait Guy Chevalier, qui a été tué devant le cinéma Le Rex. Guy Chevalier a eu le crâne fracassé par des coups de crosse de mousqueton portés par des gendarmes mobiles. Papon dira que le pauvre homme a le cœur qui a cédé sous l'émotion. En vérité, il a eu le crâne fracassé. Bien. C'est une autre illustration de ce mensonge systématique qui, au-delà des mensonges proférés par Papon, sont des mensonges d'État. Car dans la nuit de ce 17 octobre, nous assistons à la mise en œuvre du mensonge d'État visant à dissimuler ces nombreux crimes. Les policiers qui ont tiré, dans la police, quand on tire une arme, qu'on tire une cartouche, il faut faire un rapport et justifier pourquoi on a tiré. Ah oui, c'est normal. Ben, ce jour-là, non. Le lendemain matin, ils ont été convoqués, ceux qui avaient tiré, à l'armurerie. On leur donnait des cartouches pour ne pas que l'IGS et que leur patron leur disent ben non, puis les armes avaient été nettoyées et tout, hein, tout était propre. Et donc personne n'avait tiré. Voilà, c'est tout. Et donc le crime a été, disons, tout est couvert par ce genre de choses, c'est une horreur. Et puis, des milliers d'Algériens raflés sont conduits au Palais des Sports de la porte de Versailles. Tout au long de la soirée et tout au long de la nuit. Si bien d'ailleurs que le Palais des Sports sera archi-plein et que le préfet de police réquisitionnera le stade de Coubertin à la porte de Saint-Cloud. Au Palais des Sports, là aussi, des violences absolument atroces, criminelles, sont commises. Elles sont commises par
des policiers qui frappent à leur descente des cars de police et des autobus de la RATP qui ont été réquisitionnés par la préfecture de police dans l'après-midi, puisque les véhicules de police ne suffisaient plus. À leur descente des cars de police et des bus de la RATP réquisitionnés, eh bien les policiers frappent en s'intitulant comité d'accueil jusqu'à ce que leurs victimes s'effondrent à terre. Bah, c'est la tabasse. Ah ouais, c'est vraiment, on reçoit tous les coups de tous les côtés, à droite, à gauche, et vas-y, tape. Et si vous tombez par terre, ils vous ramassent et puis ils vous mettent dans le panier à salade. Et puis ils vous amènent, peut-être c'est ceux-là que moi je pense, hein, c'est qu'ils étaient vraiment blessés, c'est ceux-là qui ont jeté la scène. J'avais des coups de matraque, et j'avais les reins, j'avais la tête, j'avais le bras aussi. Mais enfin, il y en avait pire que moi. Comme je vous dis, les pauvres, les gens de grande taille, quand on passait devant, ils prenaient des coups parce qu'on pouvait se cacher entre eux. Et ils prenaient des coups, les pauvres. J'ai pris peut-être 2 fois moins de coups que les autres de grande taille. C'est vrai. Donc moi, dans la journée, j'ai fait mon boulot à l'hôpital. Le soir, je me couche, comme tout le monde. Et dans la nuit, je ne sais plus quelle heure il était, on est venu me réveiller, ainsi qu'un autre copain qui s'appelait Rogui, un Corse, je n'ai jamais revu malheureusement. Et on a dû nous habiller très vite. Alors on me posait la question, mais qu'est-ce qui se passe, ça ne vous regarde pas, c'était vraiment le blackout, le secret complet. Mais on a réalisé que ça devait être important parce qu'on avait mis à notre disposition la voiture du médecin-chef, il fallait que ce soit un truc grave. Et le chauffeur, donc, on a traversé Paris, et au bout d'un bon moment, on est arrivé, et moi j'ai reconnu tout de suite le stade Pierre de Coubertin. Et les gens, ils criaient, c'est qu'ils étaient blessés, ils criaient. Il y en a qui avaient des doigts presque arrachés, l'œil, comme moi j'avais la tête pleine de plaies, jusqu'à maintenant, ils sont là encore. Les gens, il y en a qui crient pour faire soigner. Et le lendemain, ils ont amené les militaires pour les soigner. Il y avait des ciseaux, 2 rasoirs, mais des rasoirs comme on avait à cette époque-là pour se raser avec une lame, une simple lame donc, qui ratait des 2 côtés, et pas un gros matériel. Donc on a pris 2 chaises, et puis on faisait venir les gars 2 par 2, et pendant des heures, on a fait essentiellement des plaies du crâne. Allez, je te coupe les cheveux et vas-y. Alors, ça, ouais, c'est comme ça. Il y avait un tas de monde autour de nous, les gardes mobiles, des types en civil, enfin, je ne sais pas qui c'était, et on les entendait parler. Et c'est là que j'ai entendu un truc, c'était vraiment la blague de la nuit. Quelqu'un qui disait « Oh ben j'ai vu les gars de la fluviale, quand ils ont trouvé le premier Algérien dans l'eau, ils l'ont remonté dans leur bateau en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je me souviens très bien c'était « Ah ben si la police, c'est la police qui m'a jeté à l'eau. » Oh, bah si c'est la police qui t'a jeté à l'eau, mon vieux, on peut pas te garder. Et il l'avait rebalancé. Alors ça démarrait tout le monde. La France, elle venait de sortir de l'Allemagne, du Gestapo, des injustices. Et normalement, on devrait traiter les gens plus humainement, vu qu'ils sortaient de l'occupation. Et c'est tout le contraire. Et j'avais pas l'impression de voir des policiers français. C'était des robots, ils étaient inhumains, ils étaient drogués. Il fallait voir ce que c'était. Je me souviens d'avoir ouvert une porte qui donnait sur un escalier qui descendait, mais sur 6-7 marches peut-être, du béton brut, un couloir qui devait faire une dizaine de mètres, tout ça c'était du béton brut. Et alors il y avait, c'est épouvantable, sur les murs on aurait dit qu'on avait trempé des gros pinceaux dans du sang, il y avait du sang partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc au bout du couloir, il y avait une porte, je l'ouvre et je tombe sur la salle que je connaissais. Donc on nous avait caché pendant des heures et des heures qu'il y avait une 2e salle. Et il y avait peut-être encore autant, peut-être 700, 800 types là-dedans. C'était ahurissant. Et alors là, c'était des gars, je me souviens avec mon copain Rogui, je dis mais c'est pas possible, comment ils ont fait pour venir jusqu'ici? On a trouvé des jambes cassées, des bras cassés, des types vraiment amochés. Donc moi je retourne voir les autorités. Je dis tout ça, je dis écoutez, moi on ne peut rien faire, il faut faire venir des ambulances, il faut les hospitaliser. Alors est-ce que ça a été fait? J'espère.
Mais tout ce que je sais, c'est que moi, on m'a embarqué, on m'a mis dans une pièce, je ne sais pas qui, il y a des types qui sont venus que je ne connaissais pas. On m'a fait un vrai lavage de cerveau, tout ce que j'avais vu, il fallait que je l'oublie, que j'en parle pas, etc. Et on m'a renvoyé illico presto à l'hôpital Ville. C'était un inspecteur de police. Avant de monter, il m'a dit, mais de toute façon, on vous aura tous. Et ça m'a marqué, oui. Espèce de boule, on vous aura tous. On vous aura tous. Et ça, il m'a bien regardé dans les yeux, je me rappellerai toujours de lui. Des yeux gris acier, mais vraiment, on vous aura tous. Donc c'était préméditation, c'était vraiment, on sentait et tout ce qu'ils m'ont dit, qu'ils étaient devant moi, mes copains, et ils m'ont dit, je crois qu'on va passer des mauvais moments. Alors de là, bon, il nous a amenés au Palais des Sports. Le Palais des Sports, on est resté une nuit, et le lendemain, il nous a fait sortir dans un terrain de tennis. Et puis là, on est resté pendant 2 jours sans manger, sans boire, sans rien du tout. On est resté la nuit au Châtelet, c'est toujours pareil, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups. Et de là, le lendemain, on nous a amenés à Vincennes. C'était le dernier dépôt où on était. Là, ça a été terrible. Là, c'était vraiment l'insalubrité. On était plus de 700. 700 personnes dans des excréments mal rasés. On avait faim. Il n'y avait rien à manger. Ils ne nous donnaient rien. Pour ainsi dire, ils nous affamaient. On était affamés. Tout le monde était relâché, sauf moi et un copain. On est restés. Et après, quand on est sorti, il nous a relâchés. Le copain, il m'a dit, on va prendre le taxi. Moi, j'ai dit non, je ne prends pas le taxi, je vais prendre le métro. Alors, on a pris le métro, et tout le monde regardait. Alors, il y avait un vieux qui se met à gueuler. Il disait, voilà, ils disent les bouches, regarde les Français, qu'est-ce qu'il faut. Et voilà, et je suis arrivé à la maison. Et à la maison, j'ai passé une nuit, et le lendemain, ils sont revenus. Et ils m'ont emmené encore, ils m'ont dit, oh, tu as été à la manifestation, viens, tu vas retourner encore une fois. On venait de descendre du car parce qu'on nous a libérés. Et voilà des autres flics qui arrivent et qui nous demandent de lever les mains. Donc, des patrouilles qui étaient en train de contrôler des gens. Ils convenaient de sortir nous du camp. C'est ça, ce qui prouve qu'ils sont mal organisés entre eux, ou c'est de la provoque. Comment quelqu'un qui vient de sortir du camp, ils doivent le savoir, on était Ursule, mal rasé, pas rasé du tout, avec une barbe dégueulasse, on puait. Et c'est marrant, la peur est partie de moi. J'avais plus peur. Le gars, il m'a pointé la mitraillette dans le ventre, et je me rappelle, je lui disais, mais tire, vas-y, tire. Tire, vas-y, tire. Et le gars, il a pris peur, l'impression qu'il a pris peur. Il a vu, et mes copains derrière disent, bon, arrête, Taïeb, arrête, parce que... Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous faut de plus? C'est un crime qui a été préparé par des autorités policières couvertes par un gouvernement et qui a été couvert par ces mêmes autorités policières et par ces mêmes gouvernements. Et donc l'adresse du crime, pour paraphraser Bertolt Brecht, c'est bien d'une part la préfecture de police, en tant que Maurice Papon la dirigeait et dirigeait les hommes qu'il avait sous ses ordres, mais au-delà de la préfecture de police, c'est bien l'État français qui porte la responsabilité politique ultime de ce qui a été perpétré. Et c'est pourquoi il me paraît absolument évident que le 17 octobre 1961 doit être qualifié de crime d'État.
je n'ai jamais eu aussi honte d'être française qu'à cette époque. J'avais l'impression exactement que les Français se conduisaient comme les nazis pendant la guerre, avec des Juifs. J'arrivais pas à comprendre comment les Français n'arrivaient pas à réagir, à hurler. Comment pouvait-on admettre, dans un pays qui était soi-disant le pays des droits de l'homme, comment pouvait-on admettre des actes pareils, des actes de racisme, de faire d'une population une population contre laquelle on avait le droit de tout faire. Voilà pour moi ce que c'est l'année 61. C'est quelque chose d'en même temps douloureux, honteux, en même temps, si on le dénonce alors que c'est caché, on a l'impression d'être un espèce de traître à la patrie, mais cette patrie-là, est-ce que c'est la nôtre? Je ne sais pas. La scène qui charriait des corps, les gens les voyaient quand même, c'est pas possible qu'on puisse pas. Et pourtant c'était ça. Il y avait quelques revues de gauche qui essayaient de parler un tout petit peu, mais ils étaient saisis. Je restreignais de toute façon ma plume parce qu'on me le demandait aussi. Et je comprenais très bien la nécessité de ne pas tout dire. C'est pourquoi, dans Vérité et Liberté, j'ai tout dit à ce moment-là. J'ai dit tout ce que je viens de vous dire maintenant, je l'ai écrit et je n'ai pas été saisi. Ou du moins, si vous voulez, l'édition a été saisie, mais je n'ai pas été poursuivi. Car c'était aussi une des tactiques du gouvernement Debré, c'est qu'on ne saisissait pas, on saisissait les journaux, mais on n'interdisait pas les journaux. Et on ne faisait pas de procès aux journalistes, parce que faire un procès aux journalistes, ça veut dire une audience, ça veut dire des avocats, ça veut dire des comptes rendus, ça veut dire que l'on perçait le silence. Le seul intérêt, le seul effort du gouvernement était surtout d'obtenir qu'on n'en parle pas. De Gaulle n'a pas voulu de commission d'enquête. D'ailleurs, il a été interpellé par un certain nombre d'écrivains, notamment à l'époque, pour dénoncer ce qui venait de se produire. Il s'est bien gardé de le faire. Il s'est opposé à ce qu'il y ait des commissions d'enquête. Il a, encore une fois, en définitive, couvert. Il aurait eu cette formule en Conseil des ministres, inadmissible, mais secondaire. Papon, c'est un exécutant. Il est exécutant pendant l'occupation, il a été préfet en Algérie, c'est un exécutant, un homme à poigne pour le maintien de l'ordre et qui obéit aux ordres, ou du moins, même s'il les outrepasse un peu. Frey et Debré, deux faucons. De Gaulle au milieu, gaullien, planant, disant Frey, gardez-moi Paris. Voilà, le genre. Voilà. Vous savez, ça me fait penser tout à fait à l'histoire bien connue, n'est-ce pas, de Beckett. Le roi dit, qui me débarrassera de cet homme? Bon, les barons sont là, eux interprètent l'ordre et ils tuent Beckett. Certainement De Gaulle ne voulait pas vraiment le massacre, mais il ne voulait pas que Paris soit envahi par les Algériens. Il est absolument intolérable que des autorités politiques fassent entendre ce discours sinistrement révisionniste selon lequel, effectivement, la présence française en Algérie aurait été positive. Et donc, dans ce contexte-là, il est, je crois, plus que jamais nécessaire de faire entendre d'autres voix et d'exiger plus que jamais qu'effectivement, que la République, celles et ceux qui l'incarnent, reconnaissent effectivement le crime d'État qui a été perpétré le 17 octobre 1961. Et j'ajouterais que cela vaut pas seulement pour les autorités actuelles, ou plus exactement que cette adresse doit également être, si je puis dire, envoyée à celles et ceux qui prétendent incarner une alternance et qui, de ce point de vue-là, seraient bien avisés de prendre position généralement
sur la reconnaissance des crimes coloniaux commis par la France et plus précisément de prendre également position sur la reconnaissance du crime perpétré le 17 octobre 1961. Je ne peux pas admettre que d'avoir du sang coulé de gens qui ne demandaient qu'à vivre, c'est tout. L'assassinat, c'est ça qui me... La nuit, des fois, bien des nuits, je me réveille en sursaut. Ce n'est pas pour rouvrir des plaies qui, au bout de 50 ans, doivent être nécessairement cicatrisées. Et si elles ne le sont pas, il faut faire tous les efforts pour guérir ces plaies-là. Aujourd'hui, si on parle de ces événements, il faut bien le dire en France que c'est aussi l'histoire de France. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Algérie. Le 17 octobre ne se passe pas sur les bords de la Hache, il se passe sur les bords de la Seine. Il est impossible de pouvoir vivre tous ensemble si on ne rend pas, si on n'a pas la vérité de l'histoire et si on ne connaît pas l'histoire de chacun de l'autre. Pour moi, vous voyez, ce besoin de justice, c'est primordial. C'est un besoin de vérité primordial. Tant qu'on n'aura pas dit toute la vérité, tant qu'on n'aura pas dit... on aura du mal à se comprendre. تسعطاش 61 ذي باري كرني جزائريا عقد تحيا الاستقلال أرلاسان ثم ذقران. Peuple français, tu as tout vu, t'as tout vu de tes propres yeux. T'as vu la police jetée dans la Seine, des manifestants par centaines. Depuis la Seine rougissante n'a pas cessé de vomir. فرنسا ناضوا الجزائريين قالوا تحيا الاستقلال والبوليسير ماتوا في لاسين. De vomir à la face du peuple les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu de tes propres yeux. Et maintenant vas-tu parler, et maintenant vas-tu te taire.